assez flou. Donc on va regarder un petit peu comment ça se définit et surtout ce qui va nous intéresser en termes de sécurité, c'est dans quelle architecture ça s'inscrit et sur quoi on doit aller exercer de la sécurité finalement pour obtenir une solution de qualité à la fin. Alors, on avait trouvé, nous, à l'époque, beaucoup de définitions d'un objet connecté. C'est quoi un objet connecté? On avait retenu celle de l'IoT GSI sous la tutelle de l'UTTIT, donc dans les standards internationaux, qui disait « Un objet connecté, c'est un capteur qui est connecté avec une capacité de calcul qui consomme peu, qui coûte pas cher, qui est fiable et qui est sécurisé. » Et là, je vous le dis tout de suite, nous, pas vraiment vu beaucoup d'objets connectés qui répondent à tous ces paramètres parce qu'en général les dernières caractéristiques sont un peu plus dures à obtenir et notamment celles qui concernent la sécurité. Ce qui fait que ce qu'on a retenu en laboratoire pour aborder le domaine de l'IoT, c'est de dire qu'un objet connecté c'était un objet qui avait une fonction et à laquelle on a rajouté une capacité de communication sur un réseau informatique. Donc typiquement cette bouteille d'eau, si elle était connectée, rentre dans ma définition d'un objet connecté. Voilà. Ce qui ne serait pas le cas de mon smartphone, puisque c'est sa vocation. Alors c'est une petite subtilité, mais c'est pour vous dire quel biais on a retenu finalement, quel postulat on a déterminé pour définir ce qu'était un objet connecté et ensuite pour les étudier en termes de sécurité. Donc vous le savez, l'objet connecté c'est un élément physique et on verra en sécurité ça a son importance, qui est composé en général d'un ou plusieurs socs, des systèmes on-chip qui sont un peu des puces à tout faire. On va trouver de la mémoire, une capacité de calcul, des entrées-sorties, des bus de communication. Et pour faire fonctionner tout ça, on a quand même une couche de software qui peut être soit effectivement un système d'exploitation spécifique à l'IoT ou pas d'ailleurs, ou plus généralement un micro-logiciel ou un firmware qui va faire fonctionner notre objet. Et puis évidemment, pour qu'il soit connecté, il a une capacité de communication, généralement par le biais d'un protocole de radiocommunication, et donc on a une puce qui va être dédiée aussi à cet effet, la plupart du temps. Et cet objet, il va s'inscrire tel on le résume, si je peux dire, où la solution connectée qui met en œuvre l'objet connecté, on l'aperçoit dans une architecture et dans 3 types d'architectures. Une première architecture, c'est l'architecture de courte portée, c'est-à-dire que concrètement, voilà, hop, petit truc, on va être ici souvent sur des IoT B2C, dans lesquels l'objet va dialoguer avec une passerelle qui est souvent jouée par le smartphone, qui elle-même qui est atteignable et qui peuvent discuter par le biais du Bluetooth, du RFID, du NFC ou du Wi-Fi par exemple. Ça remonte des choses à des serveurs dans le cloud quelque part et ça restitue un usage pour l'utilisateur par le biais d'une application. C'est ce que moi je vais appeler une architecture de courte portée. On va trouver dans le milieu industriel de façon plus générale, et vous le savez, l'IoT à 70% c'est du IIoT, c'est de l'IoT industriel, des objets connectés qui vont dialoguer avec des passerelles, par exemple dans une usine, pourquoi pas, et on retrouve l'architecture de nos serveurs et des applications. Et on va être ici sur des protocoles qui sont déjà plus exotiques, entre guillemets, en termes de sécurité. Des choses comme Zigbee, comme Z-Wave, comme NSHant, il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, tous ces protocoles ne vont pas présenter les mêmes qualités de cybersécurité. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis l'architecture un petit peu emblématique, c'est l'architecture type LP WAN, Low Power Wide Area Network. Notre objet dialogue avec des antennes relais, typiquement en LoRaWAN, en Sigfox, avec la 5G évidemment demain, et on a toujours nos serveurs dans le cloud et nos applications. Et là on est vraiment sur l'architecture un peu symbolique pour moi de l'IoT en tout cas, dans lequel l'objet communique de façon un peu miraculeuse avec le reste du monde. Et donc, nous, on s'intéresse, quand on parle de la sécurité d'un objet connecté, en fait, on va plutôt s'intéresser à la sécurité d'une solution connectée, c'est-à-dire une solution qui met en œuvre un objet. Parce qu'on s'intéresse à la donnée derrière, on s'intéresse aux accès frauduleux, on s'intéresse aux prises de contrôle qui peuvent être faites, et la prise de contrôle peut être faite sur l'objet, mais elle peut être faite également, par exemple, sur les serveurs dans le cloud. Donc quand on va parler cybersécurité IoT, finalement, on va s'intéresser à la sécurité de l'ensemble de la chaîne de valeur de la solution qui est délivrée aux utilisateurs. Alors, toutes ces solutions, ce qu'on a identifié à l'époque, c'est que au niveau de l'objet connecté et des protocoles de communication, c'est que ça repose sur des briques très hétérogènes. On va trouver beaucoup de nouveaux systèmes d'exploitation, beaucoup de nouveaux micro-logiciels, on va trouver des nouvelles normes de radiocommunication, et donc on s'est nous intéressé à la sécurité de tout ça. Ça veut dire qu'en laboratoire, on a pris les unes après les autres ces briques technologiques,
On les a décortiqués parce qu'il a parfois fallu faire de la rétro-ingénierie pour savoir ce qu'il en était. Parfois c'était prévu la sécurité, parfois c'était pas prévu. Et pour comprendre ce que chaque techno est capable de faire et par conséquent derrière pouvoir conseiller dans un projet. Alors vous savez que la sécurité, idéalement, il faut la penser dès le début d'un projet, ça coûte beaucoup moins cher à la fin. Et donc dès le début, si par exemple on a un besoin en confidentialité, on va être capable de dire cette norme assure du chiffrement des communications en transit par exemple, des données en transit, alors que telle autre norme peut-être ne le fait pas. Et donc pour ça, il y a besoin de connaître exactement ce que peuvent faire chacune des technologies. Alors c'est évidemment très hétérogène, ce qui nous donne plein de plaisir en laboratoire, mais bon, il y a quand même des tendances sur le marché, je dirais, en termes de solutions technologiques. La particularité de l'IoT par rapport à un projet IT traditionnel de notre fenêtre, c'est qu'on parle d'un objet, c'est-à-dire de quelque chose qui est dans le monde physique et qui, globalement, peut potentiellement être accédé par un attaquant. Et là, il y a deux options. Moi, en tant qu'attaquant, je peux aller voler l'objet connecté et ensuite le décortiquer en laboratoire pour trouver peut-être des informations sensibles, des possibilités de rebond vers votre système d'information ou autre. Et puis, je peux aussi aller acheter un objet identique, pourquoi pas, sur catalogue ou en magasin, le décortiquer, trouver les failles et attaquer le même objet que vous avez installé dans votre environnement. Donc il y a cette particularité de l'accès physique à l'objet par les attaquants. L'autre particularité, et c'est une révolution qui a maintenant une bonne dizaine d'années, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle la SDR ou la radio logicielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une petite antenne à 20 $ qui permet de regarder la télévision au camping, et en la détournant un petit peu, je vais pouvoir coupler un ordinateur et un logiciel adéquat, interagir avec 80% des IoT du marché, sans avoir à acheter une carte dédiée de radiocommunication extrêmement chère ou extrêmement spécifique ou très fermée en termes d'accès au contenu. Et la combinaison de ces deux facteurs crée un ensemble de menaces qui sont vraiment spécifiques aux projets qui mettent en œuvre des objets connectés. Alors, je fais une petite parenthèse sur notre laboratoire. On l'a créé dès le début de l'entreprise. On s'intéresse vraiment à regarder, analyser et faire de la recherche en termes de sécurité sur les protocoles de radiofréquence, sur la capacité à détecter des équipements rayonnants, sur des attaques physiques, on le verra, sur les objets en tant que tels, sur les cartes électroniques, évidemment. La capacité également à établir des preuves. Nous sommes ce qu'on appelle un CERT, une équipe de réponse à incident. Donc on intervient également dans des environnements judiciarisés, par exemple, pour établir de la preuve numérique. Et donc on a vraiment créé ce laboratoire dès le départ pour être en mesure de mener à bien la possibilité de vous apporter finalement de la cybersécurité dans vos projets. Ça veut dire aussi qu'en termes de profil, j'ai dans mes équipes autant des gens qui sont spécialistes en tests d'intrusion, par exemple, dans le monde IT, mais aussi des gens qui sont spécialistes en radiocommunication, en électronique. Il a fallu vraiment une pluricompétence pour pouvoir mener à bien les différents audits qu'on peut conduire connecté. Donc on va voilà, typiquement un caisson faradisé, on va trouver notre plateforme d'évaluation, j'en parlerai un petit peu, des antennes radio de tout type, des modules de mission et de réception RF, des possibilités d'analyse en forensique. C'est vraiment un petit laboratoire qui est visitable, qui est à Paris, Gare de Lyon. Voilà. Alors concrètement sur l'IoT, qu'est-ce qu'on craint finalement ? Je vais prendre quelques exemples, ce ne sont pas forcément les plus récents, mais qui sont emblématiques des différents types de risques ou de menaces finalement qu'on peut avoir sur l'IoT. On a eu notamment ce cas par exemple de télévision connectée qui était présent dans une salle de réunion d'un de nos clients et en fait nous pouvions à distance prendre le contrôle du micro qui était intégré à cette télévision. Ce qui veut dire que concrètement on peut faire un petit peu d'espionnage par exemple. Vous avez des robots de service parfois qui se promènent maintenant dans des locaux pour différentes activités et dans le même ordre d'idée on a été en capacité de détourner un de ces robots de service et de le faire assister à une réunion d'un COMEX. Ce qui est évidemment intéressant, parce qu'un robot, ça a des yeux et des oreilles. Voilà. Donc on peut imaginer quand même que l'IoT facilite un petit peu l'intrusion avec une orientation, même un petit peu d'espionnage technique, commercial ou industriel. Un autre exemple, c'est l'exemple qui concerne ici une ampoule connectée. Surtout le second point, cette ampoule elle dialoguait dans un protocole qui était Zigbee dans le cas présent, mais on pouvait la brancher sur une lampe de bureau, un cadre dans une entreprise, il va la piloter en Wi-Fi avec son smartphone et l'ampoule dialogue également en Zigbee avec les autres équipements compatibles.
Et évidemment, comme on a trouvé les clés par défaut qui étaient configurées au niveau du Zigbee, on est en capacité d'interroger par le biais du protocole Zigbee à 30, 50 ou 100 mètres cette ampoule pour qu'elle nous révèle le mot de passe Wi-Fi de l'entreprise que le cadre a configuré pour pouvoir utiliser son smartphone avec et donc faire une intrusion dans le système d'information. Donc le risque ici, c'est l'IoT comme cheval de Troie ou comme vecteur d'entrée sur un système d'information. On l'a vu également, ça a une conséquence sur Internet. J'ai pris l'exemple historique emblématique. Depuis, il y a eu 4 ou 5 gros botnets, ce qu'on appelle des réseaux de machines zombies. Donc en fait ici, des IoT zombies, puisqu'il s'agissait principalement de caméras connectées ou d'enregistreurs numériques, dont le contrôle a été pris par des attaquants et qui leur permettait de disposer de 170 000, 200 000 équipements connectés sous leur contrôle, qui par ailleurs disposaient d'une grande bande passante, donc qui avait la capacité de provoquer ce qu'on appelle un déni de service distribué sur des infrastructures d'Internet. Ça, c'est un risque parce que 50 milliards d'objets connectés dans le futur, dont les 3/4 ne sont probablement pas supervisés et sont en capacité de vivre pendant plusieurs années de façon autonome, pourquoi pas pour certains d'entre eux, c'est autant de machines qui vont être détournées par les attaquants pour venir mener des attaques sur Internet. On a une autre catégorie de risques, et là c'est aussi un peu une spécificité pour moi du monde industriel et du monde de l'IoT, c'est le risque d'atteinte aux biens et aux personnes. Concrètement, vous vous souvenez de cette histoire sur cette voiture aux États-Unis, dont, si je résume de façon un peu vulgaire l'approche, par le biais allez, on va même dire de la radio connectée de la voiture sur Internet, on pouvait en contrôler la direction, le freinage et tous les équipements vitaux à l'intérieur. Et là, on rentre dans une autre catégorie de risque qui est bien sûr beaucoup plus à craindre parce que les ordinateurs c'est bien mais les humains c'est mieux, c'est le risque effectivement d'atteinte aux biens et aux personnes. Voilà. Qui se matérialise alors sur ce type d'équipement demain. Je pense qu'on ne sera pas à l'abri de voir demain des attaques d'envergure où on verra peut-être toutes les voitures d'un même constructeur s'arrêter ensemble dans le monde parce qu'une attaque aura eu lieu. Alors ça c'est un scénario je pense qu'on va vivre dans les années qui viennent. On a ce risque sur les biens et les personnes. On l'a à plein de niveaux d'ailleurs, on peut l'avoir également. Il y avait une démonstration qui avait été faite maintenant à la Black Hat, donc une conférence sécurité en Espagne, c'était la Black Hat Europe, mais c'était des chercheurs espagnols qui avaient montré qu'ils pouvaient prendre le contrôle de l'ensemble des compteurs connectés d'une ville en Espagne. Et concrètement, ils pouvaient faire un blackout dans la ville, tout comme ils pouvaient faire surgénérer les usines de production d'énergie. Et là, on est sur des risques évidemment de sabotage et on touche à des choses qui viennent toucher aussi à la sécurité que l'État doit assurer, je dirais, au niveau d'un pays, au niveau d'une nation. Et on est ici également dans des risques d'atteinte aux personnes. Évidemment, le monde médical, les objets connectés dans le monde médical. Alors, on en voit arriver sur le marché, on voit aussi beaucoup de projets qui restent dans les cartons parce qu'on sent une certaine réticence à prendre le risque de rendre connectés des équipements qui peuvent être létaux, qui peuvent avoir une conséquence grave pour les personnes. Vous avez eu 2 cas de piratage emblématiques sur le sujet. C'était le piratage d'un pacemaker, où vous pouviez prendre une décharge de mémoire de 830 volts, ça vous faire un petit bond de 2 mètres en avant, ou une attaque sur une pompe à insuline, où on pouvait injecter une dose létale, les deux étant connectés à distance. Donc le risque ici, évidemment, reste aussi un risque pour les biens et les personnes, et surtout pour les personnes dans le cas présent, ce qui ne gâche rien à tout interconnecté, évidemment, d'une solution médicale. Je fais un tout petit autour de la Smart City parce que c'est un sujet quand même que j'ai vu beaucoup présent sur le salon, mais pour rappeler quelques exemples de situations qui se sont produites, ça va du piratage de compteurs d'eau qui ont eu lieu aux États-Unis, le but était de modifier la valeur des compteurs, jusqu'à effectivement la compromission des sirènes de sécurité dans la ville de Dallas, qui a permis pendant 1 heure de provoquer une panique et une saturation des secours. Donc on commence à avoir des exemples quand même concrets d'attaques qui arrivent dans notre vie de tous les jours, si je puis dire, et qui sont directement liées à la mise en œuvre de solutions connectées et d'objets connectés. Alors dans le cadre de notre métier, enfin de nos prestations, de nos activités, on a établi un top 5 des failles de sécurité que l'on constate le plus souvent sur l'objet connecté en tant que tel. C'est vraiment issu, nous, d'une centaine d'audits qu'on a pu conduire sur des solutions très variables. Alors, très variable et pas représentatif qu'en partie parce qu'on doit être à 50% d'IoT B2C et 50% d'IoT industriel, ce qui ne correspond pas à la réalité du marché. Mais voilà en tout cas nous ce qu'on a pu identifier sur une centaine de retours d'expérience d'audit.
Et la première chose qu'on constate, c'est des objets connectés qui ne disposent pas de système de mise à jour de leur firmware. Ou alors, quand ils en disposent d'un, il est réalisé d'une façon telle qu'il va permettre à un attaquant de prendre le contrôle de l'objet. Ça, c'est un véritable problème, parce que quand vous allez commercialiser demain une solution connectée, qu'une faille de sécurité va apparaître et que vous êtes en incapacité de la corriger, vous positionnez votre utilisateur dans une situation absolument inextricable. Et je suis encore assez choqué de voir beaucoup de solutions aujourd'hui, trop de solutions, pardon, qui ne présentent pas de système de mise à jour. Voilà. Ça va être, sur la partie non sécurisée du système de mise à jour, ça va être l'absence de chiffrement. Quand il y a des secrets qui sont contenus dans le firmware de l'objet, et l'absence de signature, ça permet d'altérer le micro-logiciel, le firmware, pour en mettre un version pirate, si je puis dire, sur l'objet. Voilà, c'est ça dont on parle quand on évoque les mécanismes de mise à jour non sécurisés. Seconde vulnérabilité, si vieille que l'informatique, c'est la présence de clés et de mots de passe par défaut. Enfin, rien n'a changé depuis 20 ans sur le sujet. Donc on a même des documentations. Alors Zigbee, qui est un protocole assez intéressant, qui intègre plusieurs qualités de sécurité, mais il y a une illustration d'un mot de passe par défaut, Zigbee Alliance 09, qui est le mot de passe de transport, si j'ai bonne mémoire, et du coup on a un objet sur deux où les développeurs ont mis ce mot de passe pour faire fonctionner leur objet. On va trouver en Bluetooth également beaucoup de codes PIN qui sont très largement devinables. On va trouver du mot de passe par défaut. Bon, c'est plus vieux que l'informatique, mais c'est toujours aussi risqué. Si moi, en tant qu'attaquant, je peux accéder à une interface d'administration et que c'est un mot de passe par défaut, j'aurai le contrôle de la solution connectée, en tout cas de l'objet connecté. La troisième vulnérabilité qu'on constate, c'est l'absence de chiffrement des communications. On va avoir un certain nombre de protocoles qui ne prévoient pas forcément par défaut le chiffrement des communications que votre objet va effectuer. C'était le cas historiquement, alors je crois que ça a récemment changé, mais sur le protocole Sigfox, où par défaut, il n'y avait pas de chiffrement sur les trames qui étaient émises. Et ce n'est pas forcément un problème. Si vous n'avez pas de besoin en confidentialité dans votre solution connectée, il n'y a pas besoin de chiffrement. Mais si vous en avez besoin, il faut le savoir pour vous pallier peut-être à ce besoin-là par le biais d'une surcouche au niveau applicatif, par exemple. On va avoir le cas également sur du LoRa, alors qu'il n'est pas LoRaWAN, mais où on n'a pas forcément de chiffrement par défaut en point à point quand les équipements discutent. La quatrième vulnérabilité, c'est le stockage de données non sécurisées. Ça veut dire que les données de configuration, les données sensibles... Ouais. Les données personnelles incluant les données sensibles, voire les clés de chiffrement ou d'authentification vont être en clair sur l'espace de stockage de l'objet connecté. Donc si je vole l'objet, je récupère l'information. Si vous revendez sur le bon coin votre solution de domotique et qu'elle a été mal conçue, votre alarme connectée à la maison, moi en la rachetant sur le bon coin, je vais de cette alarme et sur le support le mot de passe Wi-Fi que vous utilisez chez vous. Si ça n'a pas été bien pensé, si ça n'a pas été chiffré, s'il n'y avait pas de processus pour faire l'effacement de la donnée, puisqu'un objet c'est transitif, il est appelé quand même à passer entre plusieurs mains potentiellement. Donc ça peut être aussi une vulnérabilité importante. Et une vulnérabilité fondamentale propre à l'IoT, c'est la présence des interfaces de débogage sur les SOC. Ça veut dire que quand nous, en laboratoire, on démonte l'objet, avec un tournevis, mais ça se fait aussi avec une Dremel, parfois, quand il faut. On va ouvrir l'objet et on va aller... C'est une photo que vous voyez qui est de notre laboratoire. On va aller se connecter sur les bonnes pattes de la bonne puce. Et si vous n'avez pas protégé ce qu'on appelle l'interface de débogage, vous nous donnez le contrôle total de l'objet. Ça, c'est assez fréquent d'avoir encore des interfaces de débogage non authentifiées. En fonction d'usage, vous n'êtes pas dans l'obligation de laisser ces interfaces présentes. Voilà. Donc voilà, nous, notre top 5 des vulnérabilités qu'on a pu constater sur une centaine d'audits d'objets et de solutions connectées. Il n'y a rien d'insurmontable, mais il faut le savoir, il faut l'intégrer. Et comme je l'évoquais, il faut l'intégrer au plus tôt dans les projets si on veut éviter un surcoût important en phase de pré-industrialisation, quand il va falloir se dire « mince, qu'est-ce qu'on fait avec la cybersécurité maintenant ?» C'est toujours possible, mais ce sera plus coûteux. Alors, pour sécuriser les objets connectés, il y a beaucoup de possibles. J'ai listé ici un certain nombre de points qui nous semblent, nous, assez essentiels, sans forcément rentrer dans le détail, mais il y a un premier point qui est évidemment la sécurité by design.
Vous êtes peut-être plus sensibilisé maintenant au privacy by design, puisqu'il y a le RGPD qui est passé par là, mais la sécurité, c'est que dès la conception de la solution, il faut intégrer la question de sécurité. Le second point, c'est bien penser à réaliser une analyse de risque. Dans le monde de l'IoT, la particularité, en fonction des objets que vous manipulez, c'est qu'on est sur des objets qui ont parfois une faible capacité de calcul, une faible capacité de communication, qui fonctionnent sur une batterie, ou en tout cas sur une source d'énergie externe. Et donc, avant d'aller surcharger en sécurité cet objet, ce qui va peut-être réduire de moitié sa durée de vie, parce qu'on va vous demander de rajouter du chiffrement par exemple, et ça coûte de l'opération sur l'objet, ça a un coût derrière, et bien, il faut savoir si c'est nécessaire ou pas. Donc dans l'IoT, pour moi, il est essentiel de faire au départ une bonne analyse de risque pour bien savoir quels sont les besoins en sécurité sur votre projet, et du coup, qu'est-ce que je mets en face pour y répondre. Voilà. Le troisième point, c'est une démarche d'architecture sécurisée. J'ai déjà un petit peu évoqué, c'est le mécanisme de mise à jour, ça c'est fondamental. Le mécanisme de récupération est quand même assez important. Que se passe-t-il si le firmware de l'objet est corrompu? Est-ce qu'on a une possibilité d'avoir un firmware stocké qui va prendre le relais, par exemple? La segmentation de l'espace de stockage, à quel endroit on stocke les secrets, à quel endroit on stocke les informations moins importantes. On évoquera les Secure Elements, par exemple, sur ce sujet. L'utilisation, effectivement, de firmware chiffré, j'ai déjà pas mal évoqué. Le démarrage sécurisé, ce qu'on appelle le Secure Boot. Comment on garantit que votre objet ne peut pas être détourné par un attaquant au démarrage? Il y a tout un processus spécifique, et vous pouvez le faire d'une façon qui nous empêchera, nous, en tout cas, de l'attaquer. Le cloisonnement applicatif, c'est peut-être également une partie. Et puis, la sécurité qu'on va embarquer dans les composants. J'évoquais notamment les Secure Elements, c'est ici que ça rentre en ligne de compte. Donc voilà un ensemble de choses qu'on peut mener pour sécuriser un projet IoT. C'est pas forcément très coûteux, mais le tout c'est d'y penser dès le départ. Alors, par rapport à tout ça, ça nous a amené à se dire qu'il était nécessaire d'être en capacité d'identifier quelles solutions intégraient de la cybersécurité et lesquelles ne l'intégraient pas. On sait que dans les études, un des freins à l'adoption de l'IoT, que ce soit d'ailleurs dans le grand public ou que ce soit dans le monde industriel, c'est la crainte par rapport à la cybersécurité. On travaille avec des grands comptes du CAC 40, mais on travaille aussi avec des startups, et certaines de ces startups se sont retrouvées très embêtées quand leur solution allait être peut-être acquise par un plus gros acteur qui leur a dit « mais prouvez-moi que vous avez vraiment intégré la question de la cybersécurité dedans. Parce que je ne vais pas aller déployer cette caméra connectée, ce système de contrôle d'accès ou cette alarme ou cette domotique à la maison si vous ne me garantissez pas que n'importe qui ne va pas en prendre le contrôle en quelques instants. » Donc pour ça, on a eu l'idée de créer effectivement un label dont l'objectif est de faire la différence entre ces deux solutions, c'est-à-dire celle qui protège vraiment la porte de mon entreprise ou de ma maison, et l'autre qui donne accès absolument à tout le monde en 2 coups de cuillère à peau, si vous me permettez l'expression. Voilà. Et c'est sur cette base-là qu'on a créé le label IQS, IoT Qualified as Secure. Donc on a mis 2-3 ans à créer, je dirais, le référentiel qui est associé d'exigence, le référentiel d'exigence de sécurité qui est associé à ce label. Son objectif, c'est de permettre aux futurs acquéreurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers, d'identifier la maturité de sécurité d'une solution avec un indicateur qu'on veut fiable, neutre et indépendant. Et donc on a conçu tout notre système de labellisation autour de cette idée-là, comment vous permettre de faire le distinguo et à vos clients de faire la différence entre des solutions qui n'intègrent pas de sécurité et d'autres qui ont fait cet effort. Voilà. Comment ça se passe au niveau des caractéristiques de ce label? Premier point qui était un défi qu'on a tenté de relever, et j'espère qu'on a réussi, c'est que ce label se veut applicable à l'ensemble des secteurs de l'IoT. Évidemment, demain, la réglementation, en fonction de vos secteurs d'activité, va vous imposer des contraintes de cybersécurité sur vos solutions. Ça, c'est une certitude. Ça va peut-être prendre encore 5 ou 10 ans pour un certain nombre de domaines, mais c'est une certitude. Nous, notre idée était de dire quel est le niveau d'exigence essentiel qu'on peut exiger sur n'importe quelle solution connectée face à laquelle on est confronté. Donc notre label s'applique à l'ensemble des IoT et à l'ensemble des solutions connectées disponibles. Et donc il est basé sur un référentiel d'exigence. Ce référentiel, il intègre évidemment des bonnes pratiques de SSI, de sécurité des systèmes d'information, évidemment nos retours d'études en laboratoire,
et les standards de sécurité et les différents projets qui ont pu commencer à naître sur le sujet. Ça a été vraiment le travail le plus important. On a pris 2 ans et demi, 3 ans pratiquement à élaborer ce référentiel pour qu'il soit cohérent, applicable et qu'il réponde aux enjeux de cybersécurité. On a créé 2 niveaux de labellisation, un niveau standard, un niveau avancé. Il y a un petit peu d'écart entre les deux, et notamment, pour vous donner un exemple très concret, au niveau avancé, on demande à ce que la solution embarque un secure element, c'est-à-dire un matériel de confiance dans lequel on peut stocker un secret. C'est le cas par exemple d'une carte SIM ou c'est le cas d'une puce de carte bancaire. Et puis derrière, on s'est posé la question de comment délivrer ce label, et donc on a créé un comité de labellisation qui est totalement indépendant. Donc nous nous positionnons, nous, Digital Security, comme l'organisme d'évaluation, mais ce n'est au sens strict pas nous qui délivrons cette labellisation. C'est ce comité qu'on a créé, je vous présenterai peut-être juste après. Et c'est un label qui est délivré pour une période de 2 ans. Ça nous semble être une période réaliste pour un industriel et réaliste également face aux évolutions du monde de l'IoT et des contraintes ou des menaces plutôt de cybersécurité. On a élaboré ce label avec 3 acteurs, un acteur dans le monde du luxe, un dans le monde de l'énergie et un dans le monde de la domotique, qui nous ont accompagnés dans la réflexion autour de ce programme de labellisation. Et puis évidemment, maintenant, on en fait de la promotion auprès des entreprises et du grand public. Donc, ça, c'est vraiment les caractéristiques essentielles du label IQS que nous avons développé, que nous cherchons à mettre en place et à promotionner, si je puis dire. Comment ça se passe un processus de labellisation? C'est assez simple en réalité, ça peut se réaliser dans une période de 3 mois, donc c'est relativement rapide. On démarre effectivement avec une demande de labellisation, c'est un dossier à remplir dans lequel vous allez décrire votre solution connectée. Je ne l'ai peut-être pas dit de façon explicite, le label s'applique à une solution connectée, il ne s'applique pas uniquement à l'objet connecté. Donc on s'intéresse vraiment à la solution. Et donc vous allez renseigner ce dossier et nous on va faire une étude de recevabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de faire l'évaluation qui est associée, est-ce que les informations dont vous disposez, parce que l'IoT c'est un système de systèmes aussi souvent, on empile des briques, on empile des technologies, on empile des boîtes noires tierces. Alors on sait travailler nous sur des boîtes noires parce qu'on a justement une approche de rétro-ingénierie en boîte noire quand c'est nécessaire, mais on regarde si on est en capacité effectivement de faire l'évaluation. Suite à quoi on passe vraiment dans la phase d'évaluation. Cette phase d'évaluation est finalement assez rapide parce qu'on a automatisé une bonne partie du processus. J'en parlerai juste après. Donc c'est quelque chose qui peut se dérouler effectivement en 10 à 30 jours. Hein. On est à peu près sur cet ordre d'idée. Voilà. Derrière, on va remettre nous un rapport anonymisé. D'abord, on va vous transmettre le rapport que nous établissons pour que vous puissiez éventuellement nous indiquer qu'il y ait une phase de discussion en cas de contestation, ce qu'on appelle la phase de levée des contestations. Et ensuite, nous, on remet ce rapport de façon anonymisée au comité de labellisation qui va confronter le rapport d'évaluation avec le référentiel d'exigence pour vérifier que c'est conforme et qu'on respecte bien la démarche du label. Et donc derrière, après, il y a la délivrance et la publication du label en question. Et donc ce process-là, aujourd'hui, on sait le faire tenir à peu près en 2-3 mois. Voilà. Parce qu'on pense que c'est une durée qui est raisonnable aussi par rapport à la célérité, je dirais, des projets de commercialisation des solutions connectées. Ce label, il va couvrir quel type d'exigence? On va s'intéresser à tout ce qui est la protection des échanges de données. Quand les données dans la solution sont en transit, comment sont-elles protégées? On va s'intéresser à la protection des socles techniques. Votre serveur en ligne, l'objet connecté en tant que tel, est-ce qu'il répond aux bonnes exigences de sécurité? Et donc, de fait, à la protection de l'accès aux données. On va un petit peu s'intéresser à la traçabilité. Mais c'est typiquement ici un domaine où le niveau d'exigence reste faible. Pourquoi? Parce que on souhaite également accompagner les acteurs du monde de l'IoT. Il ne s'agit pas d'arriver avec les exigences qu'on applique aujourd'hui dans le monde IT après 25 ans ou 30 ans de retour d'expérience. Donc il y a une notion de progressivité et d'accompagnement. Donc on demande des choses en traçabilité, mais je pense qu'un jour il faudra aller plus loin parce que l'identification de l'objet et sa traçabilité deviendront fondamentales. Surtout avec 50 milliards d'objets un jour. Bon. Et puis on va également, c'est une petite particularité, vérifier de façon systématique si vous souhaitez mettre en avant des qualités de sécurité dans la solution. Donc, si vous commercialisez une solution IoT et que vous dites eh ben, ma solution elle a tel niveau de sécurité ou elle sait faire telle chose, on va vérifier que c'est bien le cas. Voilà, tout simplement. On repose globalement sur une approche de méthode de contrôle qui repose plutôt sur des contrôles techniques. Ça veut dire que 70% des exigences du label
dont le référentiel est public, hein, ça je l'évoque également, c'est important, je vous le montrerai juste après, mais le référentiel est consultable et public, c'est-à-dire quelles sont les exigences, et 70% de ces exigences sont contrôlées d'un point de vue technique. On a une phase documentaire, on a une phase d'engagement, on demande aux fabricants, aux fournisseurs un certain nombre, quelques engagements, mais on va surtout aller vérifier techniquement les choses, parce qu'on sait que ça reste complexe dans ce domaine d'être certain, même quand on est le concepteur de la solution. Voilà. Le label, par ailleurs, est millésimé parce que l'IoT évolue très vite. Et donc l'idée, c'est que chaque année, on peut faire évoluer le référentiel d'exigence, hein, ce qui ne remet pas en cause, évidemment, les labels attribués précédemment, de manière vraiment à suivre l'évolution du marché et des attentes en cybersécurité concernant l'IoT. Donc je l'ai évoqué, c'est attribué effectivement pour une période de 2 ans. Le label est publié, si vous le souhaitez, sur un site web dédié qui recense les solutions labellisées. Vous pouvez évidemment également en faire la promotion. Et puis on a un système de veille, de contrôle, où on va vérifier que pendant la durée de labellisation de la solution, il n'y a pas de comportement et ou d'apparition de problèmes qui remettraient en cause la labellisation. Une exigence forte du label, c'est par exemple la capacité à corriger les failles critiques qui ont été rendues publiques sur l'objet connecté. Et donc si ces failles ne sont pas corrigées, évidemment, on ne peut pas conserver le titre de la labellisation. C'est assez logique en soi. Et donc voilà, on a une cellule de veille aussi pour faire ce travail-là de suivi sur les solutions qui ont été labellisées. Sans rentrer dans le détail du référentiel, vous avez ici au moins les têtes de chapitre. Hein. On parle de entre 20 et 30 exigences de sécurité entre la version standard et la version avancée. On n'est pas non plus sur 300 exigences de cybersécurité. Ça ne nous semble pas réaliste. Il existe aujourd'hui, hein, vous pouvez trouver des guidelines de 300, 350 exigences de cybersécurité dans une solution connectée. Nous n'y croyons pas. Je pense que personne ne les suivra. Ce n'est pas réaliste aujourd'hui. Donc on est plutôt, nous, partis sur l'identification de ce qui était essentiel comme exigence, ce qui va vraiment avoir un impact important sur la sécurité de la solution, et donc on minimise un petit peu le nombre d'exigences. Bon, je ne rentre pas dans les détails des différents points, mais ils sont ici présentés. J'évoquais donc un peu de traçabilité et bien sûr tout ce qui est protection de l'accès aux données. On va trouver des questions d'authentification forte, mais ça c'est plutôt au niveau avancé. On va trouver des questions sur comment les mots de passe sont personnalisés. Est-ce qu'on a encore le droit de proposer des solutions avec un mot de passe par défaut d'usine qui est collé sur la boîte ou qui est connu de tout le monde dans la documentation? En mettant en production la solution, c'est peut-être pas une très bonne idée. Je fais une parenthèse à ce sujet, mais on accompagne également des installeurs dans le monde notamment électrique, je dirais par exemple sur de la domotique, parce que la solution, parfois le client l'achète, mais c'est pas lui qui la met en œuvre, et c'est celui qui la met en œuvre qui va devoir avoir un certain nombre de bons comportements aussi de cybersécurité à l'initialisation de la solution. Voilà. On pose des questions sur l'effacement des données utilisateurs. Est-ce que l'objet est transitif? Vous savez, les smartphones, à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous vouliez les effacer, il fallait attendre 4 ou 5 heures. Parce que ça réécrivait toute la mémoire, ce qui d'ailleurs ne marche pas très bien sur le type de mémoire qui est dans les smartphones. Aujourd'hui, ça prend 3 secondes. Ça prend 3 secondes parce que vos téléphones sont chiffrés par défaut. Et donc, quand vous dites « je veux une réinitialisation usine », ça supprime les clés de chiffrement. Et donc, les données qui vous concernent sont inintelligibles pour un attaquant qui récupérerait votre téléphone. Voilà vers quoi on doit tendre dès qu'on a des données aujourd'hui qui peuvent être sensibles ou des données utilisateurs. Et pour faire tout ça, on a créé une plateforme qu'on appelle Evaluic. Et en fait, cette plateforme nous permet, au-delà de suivre tout le processus de labellisation, d'automatiser un certain nombre de tests. C'est-à-dire que sur certains protocoles de radiocommunication, sur certains firmware, sur certains SOC, on est capable de les mettre entre guillemets dans une boîte noire et d'appuyer sur un bouton. Alors je caricature un petit peu le propos, évidemment. Il faut toujours qu'il y ait un expert derrière qui assiste, qui contrôle, qui vient apporter des compléments. Mais on a réussi effectivement à automatiser une partie du travail en établissant des preuves d'audit, hein, donc les rapports qu'on livre sont vraiment des rapports avec des preuves d'audit. On explique exactement pourquoi et comment les choses sont constatées. Et ça nous permet de proposer cette labellisation à une tarification qui est plutôt abordable, puisqu'on va démarrer à 10 000 € pour une labellisation. Un autre point important que j'ai oublié d'évoquer, c'est que le label couvre également l'ensemble des exigences en Europe réglementaires. Donc on fait une veille permanente sur toutes les nouvelles exigences dans les différents pays ayant trait à l'IoT pour que cette labellisation puisse, pourquoi pas, être opposable aux organismes de contrôle dans les différents pays européens quand il y a une conformité qui est obligatoire. Il y a quelques pays en Europe qui imposent des choses.
notamment pour de l'IoT grand public principalement, mais on voit venir derrière cette montée en puissance de la réglementation. Et là, c'est vraiment suite à des échanges avec les industriels qui nous ont dit, mais nous, on ne peut pas aller payer un certificat dans chaque pays, se renseigner sur la loi de chaque pays, donc on intègre ça également. Ce label a à minima une portée européenne. Voilà, c'est la dimension qu'on a souhaité lui communiquer. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce label IQS. Au moment où je vous parle, on a 2 solutions en cours d'évaluation. Une solution dans le monde, alors c'est un petit peu original, mais il y a un IoT dedans, dans le monde des crypto-monnaies, et une solution dans le monde des caméras, voilà, qui seront les premières solutions labellisées, qui seront du coup diffusées sur le portail associé. Je vous évoquais le portail parce que vous retrouverez vraiment toutes les informations. On a choisi, parce qu'en sécurité, c'est fondamental d'être très transparent. Et donc, on a choisi également de prendre le risque, si je puis dire, de rendre public notre référentiel d'exigence. Alors, le site s'appelle iqs-label.com, iqs-label.com, et vous trouverez ici notamment le référentiel d'exigence. Donc là, vous avez vraiment le détail de ce qui est attendu en fonction du niveau de labellisation, standard ou avancé, et bien de chaque exigence, comment elle se décline, quels sont les attendus, sur quoi elle s'applique en termes de périmètre. Voilà. Il y a vraiment, tout est vraiment rendu public sur ce référentiel. Vous trouverez également la composition de notre comité de labellisation, le processus et bien sûr la possibilité de faire une demande de labellisation, parce que quand même, c'est aussi un des objectifs. Voilà, ben je crois que j'ai été même presque plus rapide que prévu. Si vous le souhaitez et si vous avez des questions, ben c'est avec grand plaisir. Le masque n'empêche pas le micro, hein, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, on peut faire circuler peut-être des micros dans la salle. Je ne sais pas, on me le confirmera là-bas, mais oui. Oui, bon, je vais essayer, on va voir si ça marche, mais est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionnera pas, donc je vais vous donner le mien. Oui, vous avez évoqué le développement des smart cities, forcément sur les trois réseaux, hein, système d'information classique, le réseau industriel, et on a le développement de tout l'IoT, en sachant que beaucoup d'objets connectés n'ont pas encore été inventés. Il y a une vraie problématique au niveau des villes intelligentes. On a vu des cyberattaques très importantes en début d'année ou l'année dernière. Quels sont les conseils et comment vous abordez-vous le développement de ces villes intelligentes au niveau de la sécurité IoT? Eh ben, c'est une vaste question. Évidemment, le défi est d'envergure. Il est à la taille de ces villes géantes connectées qui sont en train d'être mises en place ou qui sont en cours de réflexion. Il est certain que l'approche de Security by Design va être fondamentale sur les Smart Cities. S'il s'agit de faire une preuve de concept, pourquoi pas, on va peut-être pas s'inquiéter de la sécurité tout de suite, mais s'il s'agit de s'inscrire dans une logique industrielle à long terme, 10, 20, 30, 50, 100 ans, on peut presque parler de ces durées-là dans ce domaine, il faut dès le départ penser à comment on gère la sécurité en termes de modèle, en termes de design, en termes d'analyse. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Pour tout vous dire, il y a des sollicitations sur le sujet, très clairement. Il y a quand même une course dans ce domaine entre les pays ou entre des villes qui est du domaine de la sécurité, on verra après. On va d'abord être les premiers. Hein. C'est ce qu'on a vu dans le monde de l'IoT il y a 5 ans. On a vu nous arriver sur le marché des solutions où le fabricant savait qu'il n'avait fait aucune sécurité à l'intérieur, mais il a dit, moi je veux juste me positionner. Et après, ma V2 sera une version sécurisée. Sauf que dans les Smart Cities, si on fait ça, il y aura des morts intelligentes. C'est comme ça qu'on va pouvoir dire, je ne sais pas. Donc oui, il faut prendre cela en compte, et à mon avis, c'est vraiment une réflexion initiale qui permettra de livrer à la fin quelque chose qui tient la route, et ensuite se posera la question du maintien en conditions de sécurité, et ça c'est tout un travail qui existe déjà dans l'informatique et qu'il faudra appliquer finalement à échelle d'une ville ou d'un État d'ailleurs. Oui. Bonjour, demain je vous propose donc une solution pour obtenir un label. Elle passe pas, elle est non conforme. Vous avez des équipes techniques qui peuvent nous aider à rendre le produit conforme, ou vous avez la possibilité de nous accompagner dans la démarche? Oui, c'est effectivement une bonne question. Évidemment, quand on effectue une évaluation, que ce soit dans le cadre du label d'ailleurs ou hors label, hein, on fait plein d'évaluations hors label. Oui, on sait faire du conseil technique derrière. Et comment dire, c'est un volet même qui, je dirais, devient de plus en plus prépondérant. Parce que quand on intervient en logique de Security by Design,
on est dans le conseil, on n'est plus dans l'audit. Voilà. Alors, on a des grosses capacités d'audit, ça c'est très clair, mais on sait également faire le conseil technique, et ça tient parfois à pas grand-chose. Hein. Les petits changements ou les ajustements à faire ne viennent pas toujours renverser la table. Donc oui, on sait complètement faire cet accompagnement technique dans la durée. On a un acteur du monde de la domotique qu'on accompagne depuis 3 ans maintenant, et qui, sur ces nouvelles box ou solutions, nous met dans la boucle, je dirais, des projets pour qu'on ait in fine quelque chose de sécurisé, absolument. Donc oui, on sait prendre en charge cette partie conseil technique, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est maintenant ou jamais. Parce que je touche une prime si je vais jusqu'à 16h, il reste 4 minutes, alors il faut m'aider. Voilà. Non, pas de questions. Bon, très bien, merci beaucoup. Voilà, il y en a toujours une à la fin. Pour la prime uniquement, hein, bien sûr. Bien sûr. Bonjour. Avec plaisir, très bien. Je me posais une question par rapport aux normes IoT qui existent dans le monde, plus de l'industrie, pardon. Je pensais à un référentiel, une norme européenne qui s'appelle l'IEC 62443. Comment se positionne votre label par rapport à celui-là? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que le... Je vous remercie beaucoup pour la question, parce que j'ai oublié un point important. Et j'ai même oublié un slide, donc ça va faire l'occasion d'une pierre deux coups. Si on imagine une pyramide ici sur l'écran, de logique de labellisation ou de certification, on va trouver tout en bas de la pyramide tout ce qui est du domaine de l'auto-certification. Pourquoi pas? Bon, l'auto-certification, quand vous signez que vous êtes bon, on peut y croire ou ne pas y croire. Vous allez trouver tout en haut des normes assez complexes. Vous allez trouver également, par exemple, tout ce qui est critères communs, ce qu'on appelle le CSPN, typiquement, hein, ou les niveaux EAL 4+, et ce qui s'ensuit. Ça, c'est vraiment très spécialisé, c'est assez coûteux quand même à passer concrètement, et ça répond souvent à des enjeux liés à des domaines comme la défense ou comme les OIV, hein, les opérateurs d'importance vitaux, et ce qui s'ensuit. Nous, on se positionne exactement au milieu. Voilà, c'est une façon de répondre. Donc, tous ces référentiels, on peut parler de UL 2900, on peut parler de... Ce sont des référentiels évidemment qu'on a intégrés, digérés et pris en compte un petit peu dans nos réflexions. Mais fondamentalement, on ne couvre pas ces référentiels-là. Ce serait évidemment trop coûteux de tout couvrir. Donc, ça, pour certaines solutions, la question, mon label ne sera pas la bonne réponse. La bonne réponse sera peut-être, par exemple, du CSPN, pourquoi pas. C'est pas le même prix, hein. Et voilà, vraiment pas. Mais pourquoi pas, s'il y a la contrainte derrière. On essaie de répondre vraiment à 90% finalement des solutions du marché. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac. Bon, très bien. Merci beaucoup. Nous sommes présents de l'autre côté, puisqu'on est ouest et est. Hein, donc côté est, nous avons un stand, donc n'hésitez pas à passer. Et puis je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous.